Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, je crois que le webinaire s'est mis en marche et que nous sommes en live. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser tout le monde arriver petit à petit. J'ai pris 1 minute un petit peu d'avance parce que voilà, avec la technologie, on ne sait jamais. J'attends également Samuel, qui est mon associé à la vie comme au travail et qui va piloter ce live avec moi, notamment sur le chat. Il ne devrait pas tarder. C'est lui aussi qui s'occupera du tirage au sort. Je crois que Virginie est arrivée. Bonjour Virginie. N'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat pour me dire si tout est OK de votre côté, au niveau du son, au niveau de la vidéo aussi, de la connexion. Voilà, n'hésitez pas. Salut Sam. Hello. Bonjour Mélanie, Caroline. Voilà, il y a des premiers prénoms. Moi, je vais m'occuper de partager la présentation. Et je crois, Samuel, du coup, que après, tu pourras... Ah ben voilà, on est en tout petit tous les deux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, tout est OK, je vois ça dans le chat, c'est génial. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Vous avez été très nombreux à être inscrits et inscrites. Je suis super touchée et très excitée, surtout à l'idée de partager avec vous pendant cette masterclass. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adeline Kubert et Samuel Goupil, mon associé à la vie comme au travail, qui va piloter avec moi voilà ce live et qui s'occupera notamment des questions-réponses, parce que vous allez être très nombreux, et aussi c'est lui qui sera la main honnête pour le tirage au sort. Voilà. Que vous dire, prenez de quoi boire, parce qu'il fait chaud, surtout selon où vous êtes en France. Moi, je suis en alerte canicule, là, en Occitanie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat d'où vous venez. Ça m'intéresse beaucoup de savoir voilà, de votre géographie, puisque vous le savez peut-être, mais moi, dans mon programme d'accompagnement, j'ai des artistes qui viennent de partout en France. Donc, c'est toujours très riche. Et peut-être que là, c'est pareil aujourd'hui, puisque grâce au distanciel, ben, on peut travailler tous ensemble, même à distance. Donc voilà, prenez de quoi boire, prenez de quoi écrire aussi, parce que j'ai très envie de vous délivrer beaucoup de contenu. Ouais, je vois plein de villes défiler, c'est génial, des 4 coins de la métropole. Pour l'instant, pas de dom-tom, mais trop bien. Ah, même à l'étranger, c'est trop bien. Donc voilà, comme je vous disais, prenez aussi de quoi écrire et de quoi noter. J'ai préparé beaucoup de choses. J'espère que j'aurai assez de temps pour vous délivrer tout ce que je vous ai préparé. Et du coup, voilà, je pense que vous allez avoir envie de prendre des notes. J'espère qu'il y a des choses qui vont être marquantes et que vous aurez envie de noter. Il y aura aussi des petites choses de l'ordre de l'exercice, de réflexion, mais voilà, prenez un carnet, un stylo, une feuille, un stylo. Bonjour à toutes et tous. C'est trop bien de vous voir voilà, arriver là et de commencer cette masterclass avec vous. Je vais attendre une petite minute et après on démarrera voilà, avec la masterclass. Il y a toute une première partie où je vais vous délivrer des connaissances. Et après, il y aura une partie, on va dire, questions-réponses, où on pourra aussi échanger. Ça me tenait à cœur de pouvoir répondre voilà, aux questions que vous avez en direct. Alors, je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais c'est pour ça que Samuel est là pour m'aider, pour peut-être faire des catégories de questions s'il y en a qui reviennent et vous répondre au mieux. Voilà. Donc bonjour encore à toutes et tous pour ceux qui arrivent. Léna de Munich, c'est formidable. Sophie, Saint-Ouen-sur-Seine. C'est vraiment génial. Bon, allez, il est 33. On va pas perdre de temps parce que j'ai prévu un sacré programme pour vous aujourd'hui. Je vais passer en plein écran, donc du coup, je verrai plus le chat. Donc voilà, ne vous étonnez pas si je réponds pas aux questions au fil de l'eau. Je vais vraiment délivrer mon contenu d'abord. On va se concentrer, on va travailler ensemble. Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. OK? Bon, ben c'est parti. Salut Léa de Paris, Anaïs dans l'Ouest lyonnais, Tiffany de Figeac. C'est trop bien de vous voir ici. Merci encore de votre confiance et de m'accorder ce temps. Allez, c'est parti. On commence. Aujourd'hui, je vous ai préparé une masterclass sur le thème « Développer et accélérer sa carrière ». Qui suis-je pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et pourquoi, du coup, je m'empare de ce sujet avec vous aujourd'hui? Qui suis-je pour ça?
Moi, depuis 2013, je travaille dans le monde de l'art, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais toujours au service des artistes et de leur développement. Donc, je suis à la croisée de l'art, du coaching et l'entrepreneuriat, voilà, comme je vous disais. Et je m'engage chaque jour pour une scène artistique plus indépendante, audacieuse et incarnée, notamment à travers de mon métier d'accompagnement avec le programme Maslow. Vous pouvez me suivre si vous me découvrez avec cette masterclass sur Instagram avec Adeline Kubert, et vous avez aussi d'autres informations sur mon site personnel et aussi sur le site de mon agence qui s'appelle Artwork in Promise. Mes premiers pas dans le monde de l'art, je les ai faits il y a 11 ans à peu près. Vous voyez, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui et j'ai vraiment démarré en fait en fréquentant le milieu des galeries d'art en région toulousaine et puis après à Paris. Le monde des agences de communication et aussi des structures hybrides entre galeries et agences. Et j'ai démarré vraiment avec le métier de relations presse et d'e-réputation, de conseil. Donc avec voilà ce grand goût pour aider les artistes à rayonner. Par la suite, par la force des choses et du hasard de la vie, j'ai travaillé en entreprise. L'entreprise avec un grand E, PME. J'étais à la tête d'un département communication, donc interne, externe et aussi marketing. Et là encore, je ne pouvais pas me passer des artistes. Donc, dans l'entreprise, j'ai aidé en fait voilà, la direction à monter des projets de mécénat et je soutenais encore des artistes par ce biais-là. Je trouvais ça nécessaire de créer un pont entre les artistes et l'entreprise parce que pour moi, l'un et l'autre pouvaient se nourrir. Donc, j'étais encore très jeune, c'était il y a de nombreuses années. Et en 2017, j'ai décidé de créer la mienne d'entreprise. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais cette graine-là entrepreneuriale depuis toujours en moi. Et j'ai eu envie, en fait, d'embrasser pleinement ça et de créer une agence qui serait dédiée, en fait, à créer des passerelles entre les artistes du monde des arts visuels essentiellement, avec les entreprises, les marques et aussi les collectionneurs particuliers. Donc c'est comme ça que Artwork in Promise est né et aussi Calliope, qui est plutôt un service dédié aux collectionneurs privés. Et donc, on a pu faire énormément de projets, vous vous en doutez, depuis 2017, avec plus de 80 artistes. Et encore, je pense même que c'est peut-être plus. J'ai du mal à tous les compter au final et toutes, en faisant en fait avec cette agence des projets artistiques sur mesure à chaque fois pour des entreprises ou pour des marques. Donc, plus de 100 projets. Je vous ai mis quelques exemples de marques que vous allez connaître qui vont résonner, certaines peut-être d'autres moins. Mais tout ça pour vous expliquer que mon métier depuis 2017, c'est aussi de créer des expositions, qu'elles soient en présentiel ou digitales, depuis la pandémie notamment. J'ai dû réinventer mon métier avec Samuel, mais aussi des projets d'œuvres de commande, des projets de fresques, collaboratives ou non, ou même des projets je dirais collectifs, où les artistes peuvent animer des ateliers, des workshops ou même des talks et des conférences. Et depuis tout ce temps, vous imaginez bien, depuis 2013, je suis très fière d'avoir un réseau très complet de galeristes, de marchands, d'agents, de journalistes, de curateurs, curatrices, d'acheteurs, de critiques et d'autres professionnels experts dans le monde de l'art qui gravitent autour de moi et que je mets aussi aujourd'hui au service des artistes que j'accompagne. On parlera beaucoup de réseau dans cette masterclass. Cette vision que je vous partage pour me présenter, c'est plus qu'un partage d'expérience qui est source de conseils, en fait. C'est vraiment une philosophie de vie pour moi et une démarche politique parce que on ne peut pas avoir tous et toutes les mêmes points de départ dans la vie, d'accord? Et donc, dans la vie professionnelle, non plus. Nous n'avons pas les mêmes familles, les mêmes connaissances et du coup, les mêmes réseaux. Alors, je crois que il faut s'emparer de ça et ne pas laisser nos rêves à la sociologie et au déterminisme, vous voyez. Moi, j'ai pu l'expérimenter aussi dans ma vie personnelle, dans l'entrepreneuriat, par exemple. Je viens d'un milieu modeste, avec une famille où il n'y a pas eu d'études, j'ai pas de réseau, j'ai dû construire ça toute seule, même si j'étais avec mon fabuleux associé Samuel Goupil, évidemment. Mais j'ai appris à construire tout ça. Et c'est possible. Donc, c'est aussi ce que je transmets aujourd'hui aussi aux artistes qui peuvent se sentir finalement dans les mêmes situations.
se concentrer vraiment sur nos objectifs. Et je suis sûre que si vous travaillez durement, plus durement que quelqu'un qui a plus de talent que vous, mais qui se repose sur ses lauriers, comme on dit, eh ben vous pouvez arriver à égaler ces personnes-là. Le talent, ça se travaille et ça se cultive. Donc, toute cette approche, voilà, pour moi, elle est une vraie façon de voir la vie, d'envisager sa carrière. Je ne crois pas qu'on doit laisser les mêmes, toujours, accéder aux rêves. Et je fais ce métier pour cette raison, pour aider celles et ceux pour qui c'est moins facile à accéder à leurs ambitions, pour les aider. Donc aujourd'hui, il est temps d'apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'on est ensemble. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre carrière parce que vous êtes soumis ou soumise à des considérations, par exemple, qui sont économiques. J'en parlais avec le chanteur Kali, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 48 heures, et qui est un homme formidable, qui me disait, voilà, parfois on observe qu'il y a des artistes qui sont fabuleux et talentueux et qui, parce qu'ils n'arrivent pas à drainer assez de revenus, et qui sont après dans des problématiques de vie parce qu'il y a des familles, il y a des enfants, à laisser de côté finalement leur carrière artistique pour se consacrer à d'autres choses plus rémunératrices. Et on passe à côté de talent comme ça, on passe à côté de vie et de carrière. Et lui, il disait, on passe peut-être même à côté des nouveaux Beatles à cause de tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée parce que, au final, dans le monde des arts visuels, c'est pareil. Si on vous aide pas à vous mettre dans vos mains des clés et des compétences très concrètes qu'on vous enseigne malheureusement pas assez ou pas du tout même dans des écoles d'art, ou alors qu'on vous apprend pas à mettre au service de votre carrière artistique ce que vous avez pu apprendre dans d'autres formations, mais au service de votre développement artistique, eh ben vous pouvez vous retrouver un petit peu coincé à un moment. Donc c'est pour ça aussi qu'on est ensemble aujourd'hui. Et la dernière chose, avant d'avancer sur le reste, donc c'est ce mantra que j'ai, One Life, c'est que si vous vous sentez animé par cette volonté d'aller vers une carrière artistique, si vous avez envie d'embrasser ça, vous savez très bien que une vie, on n'en a qu'une, que le temps passe et que plus vous laissez du temps pour vous mettre à quelque chose, pour développer autre chose, en l'occurrence là, une carrière artistique, plus ça va prendre du temps. Donc, tout est dans une décision et dans un engagement pour décider vraiment d'emprunter cette voie et de le faire sérieusement avec professionnalisation. Si vous ne le faites pas le plus tôt possible, vous perdez du temps. Vous perdez du temps de vie. Donc moi, je vous encourage, si vous sentez ce feu sacré en vous, d'aller vers la carrière artistique. Si vous sentez que vous avez l'énergie, la profonde envie, je crois qu'il ne faut plus attendre. Parce que la vie, ça passe. Voilà, et vous le savez. Donc, pourquoi cette masterclass ensemble aujourd'hui ? J'avais envie qu'on regarde en face des constats. Parce que se déployer dans une carrière, c'est aussi regarder la vérité et la réalité en face, d'accord ? Donc, la réalité, c'est quoi ? Aujourd'hui, en 2025, c'est que on a des artistes de plus en plus nombreux. Les derniers chiffres officiels sont un peu vieux. Maintenant, c'est 2022, dans une enquête qui était sortie dans Parcours des Arts de mémoire et qui donnait un chiffre autour de 30 000 artistes plasticiens, artistes visuels déclarés par an. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment si c'est le cas, mais ce qui est sûr, c'est que chaque année, de toutes les écoles d'art en France sortent des diplômés, chaque année. Ça s'ajoute donc à tous les diplômés des dernières années aussi qui sortent aussi des mêmes écoles de façon annuelle. On ajoute à ça les artistes on va dire, qui choisissent la reconversion et qui ont des années de pratique amateur derrière eux, mais qui décident un jour de donner plus de place dans leur vie professionnelle à ça et qui décident, comme je vous le disais, de la voie artistique professionnelle. Et il y a tous les artistes aussi qu'on appelle autodidactes et qui en fait vont vers la carrière artistique aussi sans forcément avoir de formation, mais qui travaillent leur pratique, leur technique avec des chemins de traverse, des stages, des apprentissages avec des artistes dans leur atelier, enfin voilà, les autodidactes, quoi. Donc ça fait des artistes de plus en plus nombreux. Et moi je crois, et j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un artiste de mon réseau qui s'appelle Olivier Masmonteil, que vous devez connaître certainement, que la pandémie aussi en 2020-2021 a révélé des individualités. On a tellement été enfermés que on a découvert aussi nos intérieurs, pas que domestiques, mais nos intérieurs à l'intérieur de nous, et se sont révélés aussi à ce moment-là des vocations.
Moi-même, dans le programme Maslow ou dans les artistes que je peux accompagner, j'ai des artistes qui ont eu le début de cette étincelle en 2020-2021 et qui depuis se sont mis ou à accélérer ou à travailler pour se développer sur la partie artistique, sur le plan technique, voilà, qui aujourd'hui veulent aller vers la professionnalisation. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces constats ? On a des galeries aussi qui sont de plus en plus tendues, avec les crises successives qui sont arrivées, notamment après la pandémie, les crises économiques notamment. Ça a aussi touché le monde de l'art, vous l'avez constaté. Il y a de nombreuses galeries qui ont fermé ces derniers mois / années, en France et aussi un petit peu à l'international. Donc ça fait un marché qui se tend. Sur les agents, qui sont ces intermédiaires rêvés, qui sont chargés de déployer la carrière des artistes, eh ben on observe quoi ? Que plus le nombre d'artistes augmente, plus les agents sont sursollicités. Il n'y a pas assez d'agents pour s'occuper du déploiement de carrière de tous les artistes, vous vous en doutez bien. Et les derniers constats que j'avais envie de partager avec vous aussi, ce sont des mythes qui sclérosent, notamment les artistes. Ces mythes, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est que réussir en tant qu'artiste, c'est intégrer le marché de l'art et intégrer le circuit des galeries d'art. Premier mythe qui sclérose et qui empêche les artistes parce que ou ça effraie ou ça fatigue parce que c'est difficile à intégrer et du coup ça décourage. Mais on verra ensemble dans cette masterclass qu'il n'y a pas que cette voie. Et il y a aussi un mythe qui est attention, il ne faut pas se griller. Si je fais ceci, si je fais cela, je risque de me griller et donc ma carrière artistique va être empêchée. Bon, on va le travailler ensemble aussi aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il y a surtout beaucoup de peurs dans ce mythe et que ce sont des peurs en fait qui vous enferment, qui vous empêchent de passer à l'action et qui sont en fait de l'auto-sabotage en un mot. Et enfin, le dernier mythe, et c'est celui dont on va le plus parler aujourd'hui, je crois, c'est que vendre, ça n'est pas aux artistes de le faire. Voilà. Donc tout ça, c'est les constats actuels que vous vivez et qui vous impactent. Et en parallèle, qu'est-ce que j'ai pu entendre depuis 2013 à propos de ces types d'artistes différents ? Ces étiquettes qu'on colle aux artistes et qui vous rangent finalement dans des cases. En plus, on déteste être dans des cases quand on est artiste parce qu'on a cette grande valeur qui est la liberté et la pluralité. Mais en même temps, comme beaucoup d'humains aussi, sur le plan un peu sociologique, on aime tous avoir une catégorie. Vous voyez. Donc, ce qu'on peut observer aussi en parallèle de tous ces constats, c'est qu'il y a différentes typicités d'artistes, donc des artistes qu'on dit des artistes institutionnels, qu'on va pouvoir découvrir ou suivre dans des centres d'art, dans différentes expositions, à Paris, en région, à l'international, toujours dans le réseau finalement institutionnel, artistique et culturel. Des artistes qu'on va dire plutôt commerciaux. Alors, j'ai fait un épisode de podcast sur la question, si vous voulez creuser, vous pourrez, évidemment. C'est un mot qui qualifie des artistes qui sont pas dans le circuit institutionnel et qui mettent l'accent sur la vente, sur leur image. Et parfois, c'est amélioratif, parfois, c'est péjoratif. Ça dépend de comment c'est dit et de la bouche de qui c'est dit. Mais en tout cas, voilà, c'est, on pourrait dire, une catégorie. Moi, j'ai souvent entendu, par exemple, des professionnels dire « Ah, mais cet artiste, oui, c'est un artiste commercial », voulant dire ses œuvres n'ont pas forcément un message, un propos, mais il y a une esthétique, une vibe, un graphisme, un public, et ça fonctionne. Bon. Les artistes illustrateurs ou illustratrices, qui sont des artistes à part entière, mais qui sont dans un circuit un peu et un monde un peu parallèle au monde du marché de l'art, vous voyez. Et des artistes aussi qu'on dit décoratifs, qui sont associés plutôt au monde, à la frontière de l'art et de la décoration, ou alors des artistes hybrides. Et les artistes hybrides, ce sont des artistes qui peuvent être à la frontière de plusieurs catégories comme celle-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit finalement, toutes ces étiquettes ? À quoi elles servent ? Parce que parfois, elles peuvent être blessantes, elles peuvent être prises pour des attaques, ou ça peut paraître réducteur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est que en fait, il y a 1000 mondes de l'art. Je reprends une citation de David Hervé Boutin.
qui est venu intervenir dans Maslow lors d'un live expert. David Hervé-Boutin, c'est un entrepreneur, on va dire, dans le monde de l'art. C'est lui qui a lancé les célèbres expositions Artistes à la Une ou Together à la Monnaie de Paris. C'est lui qui a l'agence également L'Art dans la Ville, et c'est quelqu'un de formidable et d'extrêmement généreux que je connais, et qui a utilisé cette phrase: il y a 1000 mondes de l'art. Et je trouve que c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est le fait qu'il y a différents possibles. Que plutôt que de se fatiguer à vouloir rentrer dans un moule, celui du grand marché de l'art, celui du monde de l'art, celui des galeries, ou à cocher les cases de l'artiste qui est en réussite, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est intéressant, c'est que il y a des chemins qui peuvent fonctionner pour vous, et que vous devez en fait comprendre dans quel environnement vous devez vous intégrer pour créer et développer votre propre marché de l'art à vous. C'est pour ça que j'utilisais cette belle image avec les boules à facettes. C'est que ça illustre bien, finalement, que dans cette grande sphère qu'est le monde de l'art, on ne parle pas assez des microsphères qu'il y a finalement à l'intérieur. Donc les possibles, qu'est-ce que ça peut être aussi Quels sont ces environnements parallèles? Eh bien, il y a l'environnement de l'architecture, de la décoration et de l'intérieur. Il y a aussi parfois le monde de l'édition qui vient se frotter comme ça au monde de l'art, comme le monde de la décoration, de l'intérieur et de l'architecture aussi peut venir parfois s'y frotter. Le monde de la mode, le monde de l'hôtellerie, le monde du luxe, le monde des entreprises et des marques, ou même d'autres champs artistiques, en fait, qui peuvent se mélanger au champ des arts visuels et créer encore un monde disponible. Et aussi, finalement, le monde, je dirais, plus politique, le monde de l'engagement, le monde du militantisme. Toutes ces microsphères, en fait, viennent se frotter au monde de l'art et peuvent créer des nouvelles places pour que les artistes puissent s'y intégrer, développent leur notoriété, développent leur réseau, développent leurs opportunités et parfois peuvent passer de ces microsphères à la grande sphère du monde de l'art en allant d'acteur en acteur, plus petit, au moyen et puis après peut-être aux grandes. Vous voyez ? Donc c'est un peu de cette façon, je crois qu'il faut voir les opportunités et le monde de l'art plutôt que de viser avec parfois des espoirs irréalistes et beaucoup de découragement. Ce monde de l'art qui fait tant envie, qui fait tant rêver, ce circuit traditionnel finalement, qui peut être réinventé grâce à des chemins de traverse. Donc ce qu'il faut comprendre et activer selon moi, vous m'excuserez, je dis souvent il faut, vous devez, ça c'est vraiment pas des injonctions, c'est mon tempérament, voilà, extrêmement flamboyant et mes convictions en fait. Donc ce que je vous partage aujourd'hui dans cette masterclass, c'est ma vision des choses à moi, ça n'engage que moi. Si vous croisez un jour quelqu'un qui a une vision opposée, elle sera peut-être intéressante aussi à entendre. Mais moi, je vous partage mon expérience, ce que j'ai pu observer et ce que j'ai pu aussi voir finalement fonctionner grâce à mon réseau d'artistes et qui gravitent autour de moi et mon réseau aussi de professionnels. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre et activer selon moi, c'est que vous devez reprendre les rênes de votre carrière, de votre développement. Vous devez casser le mythe finalement de la création qui doit uniquement vous appartenir et la commercialisation qui doit être remise dans les mains d'un agent ou d'un galeriste qui se chargera de vos ventes. Voilà, pour moi ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et renverser pour que vous puissiez être dans une posture plus entrepreneuriale. Voilà, je pense que vous savez à qui vous avez affaire maintenant et que vous comprenez ma vision. Et donc, arrêtez de vous en remettre uniquement à des tiers concernant vos ventes. J'avais envie de vous présenter 2 exemples là-dessus, sur ce sujet de l'émancipation comme artiste entrepreneur. C'est Clara Tourné et Barbara Asseil d'Antoni. Je les connais toutes les 2 très bien. Toutes les 2 sont venues témoigner également dans des live experts auprès des artistes que j'accompagne dans Maslow. Et avec des approches très différentes, puisque Barbara a un parcours plus institutionnel, pas académique, puisqu'elle n'a pas une formation en art académique, Barbara. Elle a une formation en art appliqué. Mais ça ne l'a pas empêché de développer un écosystème autour d'elle, de se générer elle-même des opportunités. Elle n'a pas eu d'agent, elle a eu des collaborations avec des galeries, mais pas de galeries qui la représentent sur la durée, même si c'est en train de changer, puisque sa carrière a pris de l'ampleur. Et Clara Tourné, elle a un parcours un peu moins institutionnel que Barbara au début, même si pour le coup, pour elle aussi, c'est en train de changer.
Elle a récemment fait un très beau projet dans le cadre des Nuits Blanches qui vont lui ouvrir des portes très intéressantes sur le plan plus institutionnel, puis elle a participé à des résidences. Mais c'est quelqu'un quand même qui s'est tourné vers ses propres canaux de vente d'abord, qui a créé son écosystème commercial et toutes les deux aussi, elles ont géré avec brio leur image d'artiste, et leur développement aussi sur le plan voilà, de la notoriété et du réseau. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à lire l'article sur Clara Tourné que j'ai publié. Il est sur mon site internet, dans la rubrique blog. Et Barbara Saïd-Antony, je vous invite à suivre son univers et sa carrière aussi sur les réseaux sociaux et sur son site. Vous verrez le chemin parcouru. Ce sont exactement des femmes et des artistes, en l'occurrence, qui ont emprunté en fait ce chemin-là. Je reprends les rênes de ma carrière et je décide comment finalement je vais m'orienter vers tel et tel acteur de telle et telle façon. Et on va rentrer dans les détails évidemment maintenant pour aller encore plus loin. Donc vous l'avez compris, je crois que l'important pour vous, c'est donc de définir une stratégie pour dessiner votre stratégie de carrière, d'accord? Et cette stratégie, je pense que le point de départ, pour que vous puissiez savoir par où commencer avec tout ça, ce sont vos besoins, vos envies et vos ambitions. Et donc, ça déterminera vos priorités, d'accord? Parce qu'en fait, vous pouvez tout faire, mais pas en même temps. Évidemment que tous les artistes ont envie d'atteindre ces 3 objectifs. Des objectifs de vente, pour vivre libre financièrement de sa pratique artistique, un objectif de reconnaissance, je vais être reconnu par le monde de l'art, je veux être reconnu par mes pairs, et un objectif de notoriété. Je veux être connu, je veux être célèbre, je veux la fame. Ok? 3 objectifs. Si on fait le parallèle, c'est pareil dans le monde littéraire, par exemple. D'accord? Tous les écrivains ont envie de vivre de leurs publications, de leurs romans publiés. Ils ont envie d'être reconnus par le monde littéraire, donc d'être invités dans telle émission, dans telle résidence ou telle bourse, de paraître dans les médias comme un écrivain ou une écrivaine de talent, par les bons médias du secteur, et d'atteindre aussi la notoriété, c'est-à-dire de percer, hein, entre guillemets, et d'être connu et reconnu dans la rue, et non pas reconnu par nos pairs. C'est une petite subtilité. Donc voilà, dans tous les mondes artistiques, en fait, ces objectifs-là, ils existent. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas aussi identiques dans le monde des arts visuels. Je parle là des objectifs de carrière, je ne parle pas des objectifs artistiques. Évidemment que votre objectif dans la vie en tant qu'artiste, ça n'est pas que ça, c'est aussi de porter des propos, c'est aussi d'avoir une création qui est sincère, maîtrisée, viscérale. Voilà, là n'est pas le sujet. Moi, je suis là pour parler de professionnalisation, d'accord ? Donc, si on prend en compte ces 3 objectifs et qu'on revient sur mon idée de construire sa stratégie, on part de vos besoins, d'accord? Dans la pyramide de Maslow, c'est pour ça que mon programme s'appelle comme ça, Abraham Maslow a théorisé cette pyramide des besoins fondamentaux qui expliquait que tout en bas, vous avez les besoins qui sont physiologiques. Vous devez dormir, manger, boire pour vivre. La deuxième strate de la pyramide, c'est tout ce qui touche la sécurité. Donc, vous devez vous sentir en sécurité pour pouvoir vous développer. Aujourd'hui, la sécurité, ça peut être par exemple tout ce qui est matériel. On n'est plus à la préhistoire et on n'a plus besoin de se protéger la nuit des prédateurs. La troisième strate, c'est le sentiment d'appartenance. J'appartiens à un groupe. La strate au-dessus, c'est la strate de l'estime de soi. Je sens beaucoup d'estime en moi-même par rapport à tous les besoins que j'ai pu accomplir, assouvir juste avant, puisque dans la pyramide de Maslow, on ne peut pas passer à un besoin supérieur tant qu'on n'a pas assouvi ceux d'avant, d'accord? Donc moi, ma question pour votre stratégie, c'est ça. C'est où est-ce que vous en êtes, vous, dans la pyramide de Maslow? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Vous ne pouvez pas prétendre à un besoin assouvi d'estime de vous si vous n'avez pas encore le palier, par exemple, sécurité. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Et ça vous permet d'y voir peut-être un peu plus clair sur votre stratégie. D'accord? Du coup, on retrouve ici nos objectifs. Peut-être que quand on est encore travaillé et traversé par les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, les besoins de stabilité, la base de la pyramide, peut-être que notre priorité d'artiste, c'est de travailler sur la source de revenus. D'accord?
sur nos ventes. Et du coup, peut-être qu'il faut passer un peu moins de temps à faire des jolies photos Instagram, mais penser davantage stratégie commerciale, comment vendre, plutôt que de penser à juste comment communiquer, comment parler de moi, comment me faire connaître. Ici, vous avez justement tous les sujets liés à la notoriété. Je veux appartenir à un groupe, je veux avoir de l'estime de moi en tant qu'artiste, je veux améliorer tout ça. Donc, je veux intégrer des communautés, je veux intégrer un segment particulier avec des structures, des organisations, des acteurs avec lesquels je me sentirai potentiellement proche. Et tout ça, ça va participer aussi à l'estime de moi. Et après, la partie accomplissement, on est là peut-être aussi sur un sujet de reconnaissance dans le monde de l'art, la reconnaissance de nos pairs. Est-ce que ça serait pas finalement ça, le Graal de la pyramide? Et donc, ne pas confondre finalement des objectifs qu'on mettrait un petit peu la charrue avant les bœufs, vous voyez. Donc voilà, moi, mon approche, c'est de vous questionner quels sont vos besoins, quelles sont les envies que vous avez et du coup, quelles sont vos priorités pour définir cette stratégie. OK ? Je vous laisse peut-être écrire 2-3 minutes ce que ça vous fait, en fait, de réfléchir sur ces différents points, sur là où vous en êtes, vous, finalement, et sur avoir peut-être un peu plus de clarté sur les projets, en fait, que vous mettez en place. Peut-être que vous allez vous rendre compte, au regard de cette pyramide, de vos besoins, de vos envies et de vos priorités, que vous avez pris peut-être les choses dans le désordre et qu'il faudrait réorganiser peut-être un petit peu les choses et notamment vos priorités. On avance sur comment réussir concrètement cette stratégie. Par où on commence une fois que tout est un peu plus clair pour nous sur par où commencer, sur quel segment et sur quel besoin se développer, la vente, la notoriété, la reconnaissance par rapport à là où vous en êtes. Comment on avance après concrètement? Eh bien, dans cette masterclass, j'ai décidé de vous partager 10 clés que j'ai apprises depuis 2013. 10 clés extrêmement concrètes. Je bois parce que je parle, mais je me dessèche. Donc, ces 10 clés que j'ai apprises. La première, c'est que je crois que beaucoup de choses reposent sur cette première clé qui est de définir une identité artistique qui est forte. J'ai mis en exemple Sophie Bosselu, que j'aime beaucoup, qui est une artiste qui est suisse et qui a, je trouve, un univers artistique qui est très singulier. Et qui, en fait, est un bon exemple. Elle est dans Maslow, Sophie, depuis pas mal de mois et on travaille ensemble, qui illustre, en fait, le fait qu'une identité artistique forte, c'est l'opposé du déjà vu. Et que le secret, c'est aussi de travailler très fort sa singularité artistique. Là, on parle de plastique, d'accord ? Et que cette singularité artistique, en fait, elle doit être associée à un propos. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, en tant qu'artiste ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Pourquoi vous voulez le dire ? Ou pourquoi vous êtes dans la création ? Tout ça, ça doit être imbriqué dans cette identité artistique qui est forte, d'accord ? Qui est à la fois visuelle et plastique, mais qui est aussi liée à quelque chose que vous voulez partager au monde. Je crois que ça fait partie d'un socle qui doit être extrêmement solide. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'artistes avec en plus Internet, les réseaux sociaux, les choses circulent, les images circulent. Donc, plus vous allez cultiver cette singularité et votre technique et votre maîtrise et votre propos, plus vous allez avoir un socle extrêmement fort comme ça. Et plus vous allez avoir ce socle fort, plus vous allez réussir à ce que j'appelle faire du vous. Il faut faire du soi. Il faut faire du soi pour que les choses fonctionnent. On peut s'inspirer, bien sûr. C'est inhérent à toute création. Depuis la nuit des temps, les artistes s'inspirent entre eux, bien sûr. Mais il y a aussi des ruptures dans ces inspirations. Il y a aussi des directions, des trajectoires. Donc, vraiment, prenez en compte ça parce que ça pourrait être que favorable, en fait, pour votre développement. Zéro concession. Faites du vous à 100%. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre donc d'accéder à cette seconde clé, de construire et de diffuser, parce que si vous construisez mais que vous diffusez pas, ça sert à rien, votre marque personnelle. Alors, je sais que c'est pas un joli mot pour tout le monde, parce que marque, ça rime avec marketing, Nutella, Apple et compagnie.
Mais au moins, vous comprenez le sens, d'accord? Quand on choisit de prendre du Nutella et pas autre chose, on le choisit pour une raison en particulier. Bon, moi, je ne le choisis pas, c'est le choix que j'ai fait. Mais c'est pareil pour Apple. Si vous choisissez des produits Apple, vous choisissez pour une raison et pas pour une autre. Et bien, en fait, c'est pareil pour vous. Quelles sont vos valeurs de marque? Quelles sont finalement les caractéristiques qui composent votre identité d'artiste? Votre marque, c'est en fait votre univers artistique plus vous, ce qui fait que vous êtes vous, d'accord? Et il ne faut pas oublier les deux. Parce que si vous vous concentrez juste sur l'artistique pour diffuser votre marque personnelle, eh ben, ça sera moins incarné, d'accord? Et moi, ce que je crois, c'est que pour que votre marque, elle rayonne, elle soit impactante, elle puisse accéder à ce que vous souhaitez accéder, eh ben, vous devez l'incarner finalement. Donc, vous devez incarner votre propos, votre singularité, celle dont on a évoqué précédemment, et vous devez l'incarner finalement aussi avec votre style, avec une cohérence, avec une identité qui est la vôtre, d'accord? Donc, n'hésitez pas à la créativité, n'hésitez pas aussi à embrasser les pluralités qui sont les vôtres. Avoir une marque, c'est pas forcément faire un choix, hein, si vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'est justement ça qui peut composer votre marque personnelle, votre marque artistique. Et ensuite, évidemment, une fois que vous avez pu définir tout ça, grâce à vos valeurs, par exemple, grâce à ce qui vous définit, grâce à toutes vos caractéristiques, vous pouvez diffuser ce positionnement sur différents canaux de communication. Et ce mot positionnement, il est extrêmement important parce que vous aurez beau faire le site internet le plus joli du monde, le portfolio le plus graphique, vous pourrez poster un réel par jour pendant 1 an. Je crois que si vous n'avez pas le positionnement, si vous n'avez pas créé cette marque, vous risquez en fait de vous fatiguer et de beaucoup vous décourager. Voilà. Donc, soyez radical, soyez vraiment vous-même, dévoilez vraiment ce qui vous compose, ce qui vous anime, ce qui fait sens en fait avec justement votre identité artistique, mais qui fait aussi que vous êtes un artiste et donc un homme, une femme derrière qui fait vivre tout ça, d'accord? Et donc ensuite en le diffusant sur différents canaux de communication avec différents récits, voilà. Et les canaux de communication, ce sont vos réseaux sociaux évidemment, mais aussi votre newsletter ou le lien que vous entretenez avec les gens de votre réseau hors réseaux sociaux. Et c'est aussi, par exemple, votre site internet. Et puis, évidemment, votre portfolio, qui est un outil de communication, mais qui peut aussi être un outil de vente. Donc, en fait, il faut que votre marque, elle transpire sur l'ensemble de ces canaux pour créer quelque chose d'impactant et de très singulier. Alors, je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu encore abstrait pour vous. J'ai mis l'exemple de l'artiste Natasha Bird, que j'ai accompagnée puisque j'ai été son agent pendant 2 ans et qui est une amie maintenant. Pour moi, Natasha, elle a vraiment compris ce qu'est la singularité artistique, faire du soi, et elle a parfaitement compris aussi ce qu'est incarner son identité artistique. Quand on la regarde, Natasha Bird, eh ben, il y a une profonde cohérence entre ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, et aussi son art et ce qu'on voit en fait de sa production, que ce soit sur le textile, dans l'édition, dans sa peinture ou même dans ses sculptures. Tout va ensemble en fait. C'est un univers à part entière. Voilà, c'est ça un positionnement. Et en fait, un positionnement, ça vous appartient. C'est tellement à vous que si quelqu'un veut faire pareil, eh ben, on va dire mais c'est de la copie de. Vous voyez? Je voulais citer quelqu'un d'autre aussi, qui s'appelle Ophélie Cordier, qui a moins de notoriété que Natasha Bird, bien sûr, mais ça me tenait à cœur parce que Ophélie Cordier, elle a rejoint le programme Maslow au tout début, quand j'ai lancé en février 2024. Elle avait aussi voulu que je l'accompagne en individuel. Et en fait, Ophélie, elle a vraiment réussi, elle aussi, cet exercice du positionnement. Elle a une pratique artistique qui est singulière, puisqu'elle utilise en fait des bouteilles en plastique ou d'autres matériaux jetés pour les transformer de l'état de déchet à l'état de préciosité. Et ensuite, elle construit ses œuvres sculpturales ou photographiques en utilisant ces matériaux qu'elle met en scène complètement. Donc, elle travaille majoritairement sur le thème de l'océan et de la mer, puisque son engagement, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser au fait qu'on maltraite nos eaux
et les biodiversités qu'il y a dans les eaux, et ça à travers son art. Donc, elle a à la fois une grande singularité artistique, mais elle a aussi sa singularité avec ce qu'elle est elle en tant qu'artiste, c'est-à-dire quelqu'un d'engagé qui veut créer de l'impact et qui utilise la délicatesse, la préciosité, la beauté au service de l'écologie. Et tout ça, voilà, en recyclant, comme je vous ai dit, des déchets. Mais ça, en fait, c'est une marque magnifique. Ça, c'est pas dit joliment, mais vous avez compris. Ophélie Cordier a réussi à créer une image de marque artistique magnifique. Et c'est cet exercice, en fait, que je vous invite à faire. Chacun et chacune d'entre vous. J'ai d'autres exemples aussi, qui sont plus connus. On pourrait parler d'Inès Langévial, qui est ici, qui incarne elle aussi parfaitement sa production. C'est toute une marque finalement autour d'elle, pas uniquement une œuvre. Ou alors une œuvre qui devient aussi finalement une marque, tellement c'est singulier et tellement c'est incarné. Vous avez compris. J'ai cité aussi Gisbard, que je connais également très bien, qui est quelqu'un dans une vibe complètement différente, plutôt art urbain, inspiré du street art, et qui est un artiste vraiment qui a réussi sa carrière avec brio. Antoine Pierini, qui est un artiste plus discret, mais très présent sur la scène artistique contemporaine. C'est un sculpteur et c'est peut-être même un artisan d'art et un designer en plus d'être un sculpteur, puisque lui, sa pratique, c'est la soufflure de verre. Mais il a réussi dans son positionnement à dépasser le statut d'artisan pour aller vers le secteur de l'art contemporain, pour avoir des projets art contemporain. Et il a aussi voilà, une vraie marque personnelle. Vous regarderez son site, son compte Instagram. Tout va ensemble, tout est très élégant, tout est très virtuose dans la finesse. Lui, il incarne ça aussi. Il y a une grande place faite au savoir-faire également. Donc voilà. J'ai cité aussi Laurence Jankel, qui est d'une génération différente, mais qui est très célèbre pour ses sculptures en résine de bonbons qu'on voit aux quatre coins du monde. Zara Holm, qui est ici, que vous connaissez aussi peut-être, qui a, elle, un très bel univers et pareil, qui je trouve a réussi vraiment à créer cette marque personnelle et artistique et qui a pu déboucher sur des belles collaborations, notamment dans l'univers de la mode. Mais j'ai cité aussi Léona Rose et Alexandre Benjamin Navet. Vous pouvez noter leurs noms et regarder voilà, sur leurs réseaux sociaux, leur site. Vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. L'enjeu, c'est pas juste de montrer ce qu'on fait et de montrer qui on est. Non, c'est d'incarner vraiment ça à fond. Parce que communiquer, ça n'est pas envoyer de l'information. C'est s'assurer qu'elle arrive vraiment à destination. Et à destination, ça veut dire auprès d'un public. D'accord. Communiquer, finalement, c'est avoir des choses à dire, plus le dire à sa façon. C'est ça qui va créer une communication qui va être vraiment impactante. La troisième clé, qui est liée finalement à ce deuxième point, c'est le sujet d'identifier et de comprendre ses publics, justement, et ses cibles. Parce que, voilà, comme je vous le disais, quand on communique, il faut bien qu'on communique pour quelqu'un. On ne parle pas comme ça et on ne diffuse pas les choses comme ça au hasard. On veut que ça arrive jusqu'à quelque part, d'accord? Donc ça aussi, je pense que c'est un exercice qui est trop souvent oublié par vous, les artistes, c'est que pour vous communiquer, c'est juste dire, c'est juste publier. Non, vers qui vous voulez envoyer tout ça, d'accord? À qui je m'adresse vraiment? À quel type de public qui partage quelles valeurs, quelles conditions, quelles convictions, pardon, le lapsus est intéressant. Ce public, il a quelle sensibilité? Qui je vise finalement? Quels codes également sont peut-être dans les publics que je vise et que du coup, je dois respecter, ou au contraire, je décide de m'affranchir pour créer plus d'impact. Toutes ces questions, voilà, je pense qu'elles sont centrales pour bien comprendre à qui on s'adresse et du coup, comment on va communiquer aussi. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a des valeurs sur, je ne sais pas, l'écologie, le militantisme, des propos très intellectuels et politiques, ou quelqu'un qui a des valeurs plutôt esthétiques, liées à la beauté, liées à l'harmonie des espaces. Oui, c'est complètement différent. Donc, on ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Je l'ai écrit plus tard, mais parler à tout le monde, c'est parler à personne. Qui sont mes publics également quand je communique? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont des structures? Est-ce que ce sont les deux? Voilà. Toutes ces questions, en fait, elles sont essentielles pour bien
travailler votre stratégie de communication, tout simplement. Et la stratégie de communication, à quoi ça sert? Ça sert à s'adresser à ses publics. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Vous devez vraiment repartir de cette masterclass avec cette phrase pour davantage guider finalement la façon dont vous faites votre promotion et dont vous faites la promotion de votre travail. La quatrième clé, on change d'objectif, on change de ton, puisque là, on a parlé de communication, donc on parle de notoriété, on parle d'image, on parle de comment rayonner en tant qu'artiste. Là, sur cette clé-là, on parle de finance, on parle de cash et on parle de vente, en clair. Cette clé, elle vous invite en fait à réfléchir à comment vous approprier vos propres canaux de vente, d'accord? Si vous n'êtes pas représenté par des galeries, ce qui est certainement la majorité d'entre vous là, et quand je dis représenté, c'est qu'il y a une galerie qui vous représente, c'est-à-dire vous êtes sous contrat avec elle, il y a des expositions qui sont prévues régulièrement, vous faites partie de son écurie d'artistes, comme on dit, d'accord? C'est parce que vous avez eu une fois un collectif show avec une galerie que vous êtes représenté par cette galerie, d'accord? Donc, si vous n'avez pas de galerie qui vous représente, vous n'avez pas de lieu de vente. Et ça, moi, je crois que c'est ce qui bloque la majorité des artistes que je peux côtoyer ou rencontrer, c'est que c'est le premier graal à atteindre, la galerie, la galerie, la galerie. Comme si une fois que vous allez la voir, c'est bon, les ventes vont être gérées, vous n'aurez qu'à produire et tout sera vendu. Beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi, ce que je crois, c'est que stratégiquement, vous n'avez pas intérêt à vous épuiser et à démarcher des galeries ou à démarcher des agents qui vont démarcher pour vous des galeries. Pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de vous approprier vous-même des canaux de vente et de créer vous-même vos propres occasions de vente. Déjà parce que vous n'aurez pas à partager, pour commencer. Il n'y aura pas 50-50, il y aura 100% pour vous, 100% de marge. Enfin, peut-être un peu moins, parce que du coup, vous aurez peut-être des frais à côté, de transport, par exemple, d'assurance, ce genre de choses. Mais vous aurez quand même une marge supérieure à ce que si vous partagez avec une galerie. Et puis surtout, vous pourrez être maître de l'événement à 100%. Par exemple, si vous organisez un open studio ou des portes ouvertes dans votre atelier, vous êtes maître et maîtresse de comment ça se passe, de ce que vous vendez, de à quel prix vous le vendez, de ce que vous montrez, de la quantité que vous souhaitez montrer. Et ça, en fait, c'est un excellent levier pour créer des rencontres, faire venir à vous des acteurs que vous souhaitez rencontrer depuis longtemps, mais comme vous n'avez pas de lieu, pas de galerie, pas d'occasion, vous pouvez rencontrer personne. Donc, l'urgence, c'est surtout de se créer des propres occasions. Ça peut être aussi des partenariats avec des lieux où vous avez pleinement conscience que ce ne sont pas des lieux de vente d'art, mais où vous utilisez quand même ce partenariat pour créer l'événement et pour faire venir à vous des personnes de votre réseau ou que vous aimeriez voir dans votre réseau pour créer une émulation et une effervescence en fait. Tout part de là et vous êtes largement capable de le faire et de le coordonner seul. Il faut juste avoir l'idée et il faut juste se dire que c'est possible et que vous allez oser le faire. Je vous donne l'exemple de Sonia qui est dans mon programme. J'adore Sonia, elle est d'origine italienne, c'est quelqu'un d'un peu timide et tout. Et en fait, on a décidé de faire ça ensemble. Donc, je lui en ai parlé, elle m'a dit d'accord, je vais le faire. Écoutez, elle a fait, je crois qu'elle a fait presque 3 000 € de chiffre d'affaires sur son Open Studio les 2 premiers mois de l'année, quoi. Donc, c'est pas des blagues, en fait. Ça marche vraiment. Il faut juste se dire que c'est OK, même et que c'est conventionnel, d'accord? Il n'y a pas un truc de si je le fais, je vais me griller, si je le fais, personne va venir. Non, c'est tout un travail qu'il faut mener. Créer l'événement, créer l'occasion et vous aurez en plus une actualité sur laquelle communiquer plus tard, voyez. Donc, Open Studio porte ouverte, partenariat, exposition personnelle si vous décidez, parce que vous en avez les moyens, de louer un endroit et vous exposer dans cet endroit. Tout peut être possible et évidemment, il y a aussi les solutions digitales. Vous pouvez aussi lancer votre propre e-shop, votre propre site marchand plutôt que de payer parfois des abonnements sur des sites où on vous vend le fait qu'il y aura des ventes alors qu'en fait, il n'y a pas de fichier client derrière, il y a juste des sites qui existent parce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire des sites et de dire aux artistes, venez, soyez nos partenaires, mais en fait, il n'y a personne qui vient acheter. C'est plus peut-être facile pour vous de créer votre propre site marchand et de communiquer de façon incarnée, régulière,
peut-être avec un peu de budget sponsorisation, voilà, ce que vous ne mettez pas sur l'abonnement mensuel, vous le mettez sur de la sponsorisation, et ça peut générer du trafic et des ventes directes de votre propre e-shop, d'accord? C'est ça, s'approprier ses canaux de vente. C'est être soi-même son propre businessman, businesswoman, et se dire par quel canal je peux vendre, en faisant quoi concrètement. D'accord? Adeline, est-ce que tu as des exemples de partenariats? Pardon, j'ai eu super peur, comme je n'avais pas le... L'exemple de partenariat, oui, bien sûr. Les hôtels, par exemple, ce sont des bons exemples de partenaires. Ce sont des bons partenaires. Alors, il faut bien... négocier les conditions avec eux dès le départ. Il faut que tout soit carré. Hein. Vous contractualisez à chaque fois, évidemment. Mais par exemple, là, avec Maslow, j'ai fait une exposition avec un hôtel partenaire. J'en ai fait une en avril et j'en ai fait une deuxième, là, elle va être inaugurée en septembre avec des artistes que j'accompagne. C'est un deal partenaire, en fait. Les artistes exposent dans toute la partie lobby de l'hôtel pendant plusieurs mois. Il y a un catalogue d'exposition, une liste de prix qui est disponible, un catalogue avec des QR codes qui redirigent vers les sites des artistes pour que ça soit bien mis en avant. Parce que si vous mettez que vos tableaux sur les murs, ça sert à décorer et ça sert à rien. Il faut aller plus loin, il faut imaginer une vraie curation avec des vrais outils comme ça, hein, liste de prix, catalogue. Et eux, ils ont offert le vernissage. Donc, possibilité d'avoir un vrai événement où on invite. D'ailleurs, il y a eu des ventes et possibilité encore tout le long de l'exposition pour les artistes, de recevoir, je sais pas, un potentiel collectionneur qui est pas venu au vernissage, un journaliste qui pourrait faire une interview, un curateur, une art advisor qui peut être un partenaire de vente. Hop, il y a un lieu, donc il y a une occasion qui est créée, le travail qui est mis en avant, les rencontres avec les publics qui sont possibles. Voilà un exemple de partenaire. Ou alors, je peux vous citer Superflu, qui est un bar resto assez branché dans le 19e ou le 18e à Paris, je me rappelle plus. Voilà, ils exposent en ce moment une artiste qui s'appelle Marie-Gabrielle Glock. Elle s'appelle Gloria Moody sur Instagram. Et voilà, elle présente son travail très beau d'ailleurs, plein de petits formats dans cet endroit. Elle a fait de nombreuses ventes le soir du vernissage. Et moi, je l'ai rencontrée à cette occasion, elle m'a invitée et du coup, j'y suis allée et elle a un lieu au moins où elle peut recevoir, montrer son travail si jamais elle n'a pas d'atelier ou quoi qu'elle, vous voyez. Ce sont des exemples comme ça, par exemple, des partenariats. J'ai répondu à ta question? Oui, c'est... Bon, top, j'avance. Si vous en avez d'autres des questions, écrivez dans le chat. Oui, je les mets de côté, donc t'inquiète pas. Là, c'est juste que ça permettait de compléter sur le moment. Ah, mais c'est toi, Sam, je n'avais même pas reconnu ta voix, quelle honte. D'accord, ok. Oui, c'est moi. Et du coup, je mets des questions de côté, mais là, ça permettait de compléter sur le moment, je pense. Que très bien. Je t'ai vraiment dans mon truc, j'avais même pas reconnu ta voix. Ok, donc je disais, bien sûr qu'on peut payer pour exposer, ça s'appelle investir, il faut juste pas le faire à n'importe comment. Alors je sais, cette phrase... Elle peut piquer parce que je sais qu'on entend souvent qu'il ne faut pas payer pour exposer. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Parce que quand on ne peut pas rencontrer son public, parce que personne nous montre en vitrine, personne valorise notre travail, il faut bien trouver des solutions, en fait. D'accord? Donc, il ne faut pas payer des loueurs de Simez qui nous font croire qu'ils sont des galeries et qui, en fait, n'ont aucun fichier, mais qui ont juste investi dans 4 murs et qui louent ça à des artistes pour rentabiliser leur crédit. OK. Mais par contre, si on est pleinement lucide sur la situation et qu'on se dit, OK, lui, il a juste un local, il a des Simez, et moi, en fait, derrière, j'ai plein de gens qui trépignent de voir mon travail et qui sont capables d'acheter des pièces. Mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller, en fait? L'essentiel, c'est pas de se dire il faut pas payer pour exposer, il faut pas payer pour exposer. L'essentiel, c'est de se dire si j'investis, non, c'est pas la slide que je voulais mentir. Si j'investis, si je mets de l'argent du coup pour montrer mon travail, quel argent je récupère après? C'est surtout ça en fait la question, d'accord? Donc on va développer un peu plus tard ce point, mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le prix que vous mettez pour louer, pour montrer votre travail. Quelle est la géographie? Quelle est la période? Qui est susceptible de venir? Est-ce qu'il y a du passage et est-ce que c'est un endroit qui est touristique avec des gens qui ont un potentiel pouvoir d'achat, qui pourraient aussi voir vos pièces et décider de les acheter? Et c'est les conditions,
Est-ce que voilà, tout est OK? Est-ce que les murs sont pas humides? Est-ce que tout est propre? Est-ce que vous avez de quoi préparer un beau vernissage parce qu'il y a des équipements? En fait, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il faut pas juste se dire, je crois de but en blanc, non, je ne paye plus pour exposer. Si vous n'avez pas d'autre choix, parce que personne ne valorise votre travail et que vous voulez rencontrer votre public, pourquoi pas, en fait? Surtout si derrière, vous pouvez mettre en place du retour sur investissement. Voilà. Donc, c'est surtout ça, cette logique qu'il faut avoir, je crois. Ça fait le lien avec la clé numéro 5, tout ce sujet autour des ventes, de se façonner finalement son propre écosystème de vente avec différents acteurs. Vous voyez, j'ai mis le petit onglet réseau pour cette raison-là. Quand on a des clients collectionneurs, quand on a des clients entreprises, des clients qui sont plutôt des marques, des partenaires de vente autour de nous, c'est-à-dire des art advisors, des agences de production artistique, des marchands, potentiellement des galeries qui parfois nous intègrent dans des collectifs chauds et après nous proposent en solo et tout. Et des villes et des collectivités, vous vous doutez bien que vous avez du coup différentes sources de revenus, des revenus qui peuvent être diversifiés. Et ça, en fait, vous êtes capable, je vous le promets, je leur dis, vous êtes capable de le construire vous-même et de l'animer et de le fidéliser vous-même sans que quelqu'un s'occupe de vous et de votre carrière et où vous devriez reverser 30% de tout votre chiffre d'affaires généré à cette personne. Vous pouvez gérer ça vous-même. Vous ne pouvez pas passer votre vie à candidater à des bourses ou des appels à projets en espérant être sélectionné pour gagner votre vie. Il y a d'autres sources de revenus possibles et c'est mon rôle de mettre la lumière dessus pour que vous puissiez le comprendre. La 6e clé, je ne sais pas où est cette slide où je parle de ROI, ça me frustre. Peut-être que je l'ai mise un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. La 6e clé, c'est de travailler sur son savoir-être. On a beaucoup parlé là de stratégie, de compétences, de méthodes. C'est important. Mais c'est important aussi de travailler sur la façon dont on agit. Et la façon dont on réagit aussi. Et vraiment, pour votre carrière et pour votre développement, c'est essentiel. Donc, n'oubliez jamais ces 3 mots, humilité, lucidité, ambition. Être humble, ça permet d'accepter qu'on est encore en train d'apprendre et qu'on apprend toute sa vie, qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tout compris à la vie et qu'il y a encore des choses qui nous attendent et que c'est parfaitement OK. La lucidité, c'est cette idée d'être connecté à la réalité des choses. Mais ça n'empêche pas d'avoir des ambitions, d'accord? Mais avoir des ambitions, ça nécessite une lucidité pour garder les pieds sur terre. Et du coup, vous allez, en respectant ces 3 mots, comprendre que petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est un de mes mantras préférés dans ma vie. Donc, à ne pas brûler les étapes, non pas pour ne pas se griller, mais juste pour avancer sereinement, d'accord? Faire confiance un petit peu aussi au process, faire confiance au process de la vie. Si vous passez à l'action et si vous mettez des choses en place, faites confiance. Si vous attendez que les choses se passent, effectivement, vous pouvez faire confiance, mais vous risquez d'attendre longtemps. Mais si vous êtes dans cette démarche que je vous partage aujourd'hui dans cette masterclass, faites confiance aussi au temps. Et je ne peux pas être magicienne, malheureusement. J'aimerais accélérer le temps pour certains d'entre vous, parce que certains méritent, certains travaillent dur, certains ne regardent pas dans les angles morts, par contre. Donc voilà, moi, ma démarche, elle vous aide à regarder aussi dans les angles morts et à travailler là où ça pêche, pour que justement les étapes arrivent les unes après les autres. Adopter des attitudes qui sont adaptées et professionnelles. On a tous nos personnalités et tout notre tempérament, parfois de feu, parfois on est vexé, parce que quand on est dans la création, on y met tout son cœur, on y met ses tripes, donc parfois on a des retours, ça peut être vexant ou blessant, on a envie de réagir ou de surréagir. Travaillez et maîtrisez votre savoir-être. C'est important d'être professionnel, d'avoir des réponses adaptées pour que votre réseau puisse, perdurer, et que vous preniez soin finalement aussi de votre écosystème, de ce qui se passe autour de vous. Et ensuite, je crois que c'est important de travailler sur soi aussi si nécessaire, parce que la notion d'auto-sabotage et de confiance en soi, de passage à l'action, j'observe vraiment depuis des années que c'est des choses qui sont difficiles pour vous les artistes. Donc si vous déverrouillez pas certains verrous en vous, vous aurez beau faire tout ce que vous aurez beau faire tout bien,
s'il vous manque ces points-là, si vous continuez toujours à vous auto-saboter et pas aller vers certaines opportunités, à vous les refuser, si vous avez encore de la carence de confiance en vous, vous n'allez pas saisir d'autres opportunités. Si vous n'osez pas passer à l'action, c'est pareil. Donc, votre savoir-être, il est très important aussi dans votre développement de carrière. L'art de s'entourer, c'est pareil. La puissance de l'entourage, les personnes qui gravitent autour de vous, les personnes que vous fréquentez le plus, c'est essentiel aussi pour votre développement. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de force. Donc, faites le tri si nécessaire. C'est très important dans cette voie, dans cet engagement. Et puis aussi, vous pouvez vous entourer d'autres artistes. Ça va être extrêmement nourrissant pour vous. Ne restez pas dans une solitude de l'artiste, d'accord ? Fédérez autour de vous des professionnels, des partenaires. C'est très important, en fait, pour aller d'étape en étape. Prenez soin de ce réseau. Informez-les, invitez-les, questionnez-les. C'est en s'intéressant aux autres que le réseau aussi se met en place et fonctionne, d'accord ? Le réseau, c'est pas de l'opportunisme, c'est des relations humaines. Et enfin, très important aussi de travailler sur la veille. Alors, je sais, c'est pas un mot très fun, faire de la veille. Personne n'a envie de faire de la veille. C'est pas très sexy. Mais en fait, c'est essentiel. Parce que si vous faites pas de veille, jamais, en fait, vous n'avez pas de nouvelles connaissances et vous accédez pas en recherchant à des nouvelles données qui peuvent être essentielles pour la poursuite de votre développement. Ça peut être des prix, ça peut être des résidences, ça peut être des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, ça peut être des nouveaux potentiels partenaires. Vous devez toujours vous accorder des temps de veille, parce que voilà, personne n'a la science infuse. Et même si on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux et où les informations circulent très vite, il y a trop d'infos. Donc si vous prenez pas des temps précis pour chercher ce qui correspond à votre identité, à votre positionnement, à votre stratégie, à là où vous voulez aller, aux acteurs que vous voulez mettre dans votre écosystème de vente, vous pouvez pas deviner. Et du coup, vous pouvez pas après aller vers eux, tout simplement. Et évidemment, soignez votre audace. J'en parlais tout à l'heure dans le fait de créer l'événement, créer des occasions. Il faut de l'audace aussi pour y aller. Il faut pas grand-chose de plus. Il suffit d'ouvrir votre atelier, de mettre un coup de ménage, de faire un gâteau et de sortir du thé. Et ça, en fait, ça fait quoi ? Ça demande de l'audace. Et si on n'a pas d'atelier, si on n'a pas de lieu, trouver des partenaires, donc aller les démarcher. Ou oser demander à un ami. Vous voyez, de l'audace, en fait. Et évidemment, et c'est lié d'ailleurs à ce point de l'audace, c'est oser la prise de contact. Voilà. Si vous avez déjà entendu quelques réels sur mon compte Instagram ou quelques podcasts de ma chaîne Être Artiste, vous savez à quel point je mets un point d'honneur à ça. C'est que si vous n'osez pas entrer en contact, en fait, il n'y a rien qui peut se passer. Voilà. Si vous croyez encore qu'on va venir vous prendre par la main ou taper à votre atelier ou vous envoyer un email en vous disant un jour, voilà, je vous ai découvert, je voudrais vous exposer, vous mettez le doigt dans l'œil. Alors, je suis un peu provoque, parce que la vérité, c'est que ça peut arriver. Mais en fait, on peut pas compter que sur ça. D'accord ? On peut pas compter que sur ça. On peut pas attendre. Si ça arrive un jour, tant mieux. Ça s'additionnera à tout ce que vous avez mis en place. OK ? Donc, ne partez pas du principe qu'on a du temps à vous accorder quand vous entrez en contact avec quelqu'un. C'est l'inverse. Les gens, ils n'ont jamais de temps. Donc, soyez toujours extrêmement impactant quand vous écrivez un email, un SMS, un WhatsApp, un DM, Instagram, j'en sais rien. Ne tombez pas dans le piège de parler de vous en premier. C'est le pire des pièges. Commencez par créer du lien. D'accord ? Créer du lien, ça peut être « je vous écris de la part d'eux ». Ou je suis venue voir votre exposition à la galerie, ça m'a plu. Ou j'ai entendu parler de votre agence, figurez-vous que j'ai l'impression qu'on a les mêmes valeurs. Enfin, vous voyez, je caricature un peu pour vous donner des exemples, mais c'est ça, créer du lien. Et c'est ça qui crée de la réceptivité quand la personne reçoit en fait votre prise de contact, en gros. Ensuite, ce que je vous recommande quand vous prenez contact, c'est d'exprimer votre demande. Évitez le flou. En gros, n'y allez pas par 4 chemins, en fait. Si vous contactez cette personne, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne tombez pas dans le « bonjour, je suis machin, je fais ceci, je fais cela, je vous suis depuis très longtemps, je vous écris parce que j'aimerais peut-être savoir dans quelle mesure on pourrait collaborer. » Non, trop flou, trop vaste. Il faut être plus précis, en fait. Je vous écris parce que j'ai cette dernière série qui, je crois, match parfaitement avec vos engagements de nanani, nanana. Je pense qu'une collaboration pour nous
serait fructueuse et qu'on aurait des choses à partager. Est-ce qu'on peut en parler autour d'un rendez-vous, d'un café bientôt? Voici le lien de mon portfolio. Vous voyez, il faut aller un peu plus droit au but. Il faut oser exprimer la demande, en fait, qui motive la prise de contact. Voilà. Et la pire des pièges, je vois ça 80% du temps. Parfois même, certains artistes que j'accompagne le font encore et je les gronde vraiment. Parce que finir un mail par « je suis à votre disposition pour en discuter », en fait, c'est la pire des erreurs dans la prise de contact. Parce que bien sûr que tout le monde, entre guillemets, se fiche un peu que vous êtes à la disposition. Ce qui est beaucoup plus impactant, c'est de dire « je voudrais en discuter avec vous », par exemple la semaine prochaine ou d'ici 15 jours, voici mes disponibilités, est-ce que ça le fait pour vous? Et là, la personne, elle n'a qu'à prendre son téléphone, à regarder son agenda, si elle a bien aimé votre mail et si elle a bien aimé voilà, ce que vous avez présenté, et se dire, bon, ben voilà, super, on avance. Elle a proposé quelques horaires. Ah, ben sur celui-là, je suis dispo. Bon, ben j'ai qu'à répondre, oui, ok pour le 22 à 14h. Et là, vous mâchez tout le travail, en fait. Alors que si vous dites, je reste à votre disposition, mais ça veut dire que vous espérez que la personne, elle se dise, ah, d'accord, bon, bah du coup, quand je serai intéressée, je la recontacterai. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va oublier, elle va avoir d'autres projets, elle va avoir d'autres trucs. Donc, si vous n'êtes pas un peu plus, j'utilise un mot volontairement provocateur, mais agressif, vous allez passer aux oubliettes, en fait. Vous allez passer à la trappe. D'accord? Donc, pour moi, la prise de contact réussie, c'est tout un art. Et c'est ces conseils-là que je vous donne pour que ça soit vraiment très impactant. Et ça vaut pour toutes les situations. Absolument toutes les situations. Je travaille avec une artiste actuellement qui vient d'obtenir une résidence au Laos. Elle a besoin de sponsors pour avoir des fonds qui soutiennent financièrement cette résidence. Eh ben, elle a fait un dossier de sponsoring et maintenant elle démarche des sponsors. Elle a utilisé aussi voilà, ce canevas et ses conseils pour créer sa prise de contact. Tout ça, tout ce que je vous raconte, je voulais juste vous dire que ça n'avait rien de nouveau, d'accord? C'est pas Adeline Kubert avec sa vision entrepreneuriale qui l'invente, tout ça. Il y a des grands artistes dans l'histoire de l'art, en fait, qui ont utilisé tout ça, d'accord? Je voulais vous en rappeler certains que j'aime beaucoup. Jean Dubuffet, par exemple, qui est fondateur de l'art brut. Lui, il a développé un réseau parallèle au marché traditionnel, en lien avec des psychiatres, des éducateurs, des philosophes. Il correspondait avec Paulan, Foucault, Deleuze, d'autres artistes, d'autres champs disciplinaires et collectait les œuvres hors normes en Europe entière et faisait même des projets de commande aussi, notamment avec des hôpitaux, vous voyez. Niki de Saint-Phal, tout le monde connaît Niki de Saint-Phal, dans les années 60, elle crée une œuvre ultra visible grâce à son charisme, bien sûr, mais aussi son réseau et son engagement. Elle s'entoure, vous voyez, on reparle d'entourage de Jean Tinguely, Pontus Sulten, qui est lui curateur. Jean Tinguely, il est artiste, elle l'épouse d'ailleurs. Et il forme finalement le groupe, enfin, elle intègre le groupe des nouveaux réalistes. Donc tout ça, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de mondanité aussi. Et quoi? Elle multiplie finalement les collaborations fréquentes dans les lieux publics. Fontaines, expositions monumentales, ce genre de choses. Dans les endroits publics, dans les parcs notamment, ou des projets de commande. Élisabeth Vigée-Lebrun, j'aurais dû la mettre en premier dans l'histoire, du coup c'est un peu la première, puisque c'était la portraitrice officielle de Marie-Antoinette. Elle savait se rendre indispensable dans les cercles de la noblesse européenne, et elle a été exilée pendant la Révolution, mais elle a rebondi dans les cours d'Europe, grâce à sa réputation et à un carnet d'adresses qui est international. Donc, vous voyez, la cour, à cette époque, c'était là où il fallait être visible, là où il fallait être vu. Bon, ben aujourd'hui, c'est pareil. Sauf que c'est la cour, c'est les réseaux sociaux, c'est les cercles que vous voulez percer, les mondes de l'art que vous voulez percer, vous voyez. Et Tristan Tzara, je l'ai mis, lui, parce que moi, je suis une énorme fan du courant dadaïste. Alors, lui, il est maître d'œuvre de la diffusion du dadaïsme depuis Zurich, puis Paris. Il tenait une correspondance dense avec les avant-gardes européennes et orchestrait des manifestes, des revues, des happenings qui connectaient des artistes, des poètes, des anarchistes ensemble. Et il était très actif dans les cercles intellectuels parisiens, avec André Breton, par exemple, ou encore Louis Aragon. Donc, vous voyez cette idée de se créer un écosystème, d'être un peu mondain, d'aller vers l'extérieur, en tout cas, c'est pas nouveau. Donc, les points communs, finalement, de tous ces artistes en matière de réseau, c'est la création de ces cercles, ces salons, ces ateliers collectifs, ces groupes manifestes, leurs alliances avec des figures relais, des marchands, des critiques, des institutions, des mécènes,
Ils ont fait toute une narration et un positionnement. Hein. Ils ont construit chacun une image cohérente et identifiable. Kitsinfal, on peut pas nier qu'elle a ça. Et ils avaient aussi certains des engagements sociopolitiques ou intellectuels, qui est très souvent un levier fort d'adhésion. Donc tout ça, ça résonne encore aujourd'hui, vous voyez. Donc en 2 mots, créez du lien, créez des émotions, des moments, soyez vous-même, soyez inventifs, rassemblez, informez, partagez, invitez, aidez, soutenez, proposez. Vous allez vous dire, voilà, ça fait beaucoup d'injonctions. Ce sont des propositions que je vous soumets, voilà, et qui sont pour moi des clés vraiment très concrètes. Ah, ben voilà, la fameuse slide que je cherchais depuis tout à l'heure. Et enfin, n'oubliez pas de savoir créer l'événement avec autonomie, audace, investissement. Oui, on peut payer et investir pour exposer, juste pas n'importe comment. Vous devez être guidé par ces questions-là, d'accord, quand vous êtes prêt à le faire. Pourquoi je suis prêt à payer ? Pour rencontrer qui, d'accord ? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée ? Si j'investis financièrement, dans quel endroit ? Avec quelles conditions ? Avec quel retour sur investissement ? ROI, c'est ça, hein, Return on Investment. Si j'engage de l'argent, comment j'en récupère derrière ? Si je récupère pas de l'argent derrière, mais que je récupère autre chose, qu'est-ce que c'est ? Quelle valeur ça a ? D'accord ? Et enfin, comment je valorise au maximum tout ça, tout cet investissement que j'ai fait ? Comment je peux lui donner de l'écho pour que ça serve encore à ma visibilité, à mon image et donc potentiellement à d'autres opportunités encore derrière. Voici toutes les questions que vous devez vous poser quand il est question de mettre un peu la main au portefeuille pour être plus visible, pour rencontrer votre public, en un mot, d'accord ? Et vraiment, voilà, moi, c'est quelque chose que j'assume parfaitement, d'accord ? Si c'est bien fait avec ces questions-là et évidemment ces réponses. Parfois, les réponses peuvent être pas celles qu'on voudrait. Parfois, il y a une proposition qui vous semble un peu alléchante, mais quand vous posez ces questions et que vous observez que, en fait, il n'y a pas forcément de réseau intéressant à rencontrer derrière, puisque la personne qui vous propose ça, en fait, elle a 30 abonnés ou 600 abonnés et que il n'y a pas des fortes vibrations. Si vous voyez que l'endroit, il est petit, perdu, pas pignon sur rue, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages, peut-être que vous pouvez vous dire, je n'ai pas envie d'engager mon argent pour ça. Pire, si vous êtes à côté d'artistes, mais que vous savez même pas lesquels c'est normal que ça vous pose question. Voyez, vous avez le droit aussi de dire non, finalement. Il ne faut pas toujours accepter, mais par contre, il ne faut pas toujours refuser. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que si vous êtes à un niveau un peu plus avancé déjà, que vous avez déjà fait ça, que vous avez déjà osé, il faut savoir le multiplier maintenant. Et il faut savoir le mettre en lumière. Pour accélérer les projets, une fois les belles références en poche, n'hésitez pas à valoriser ce que vous avez fait dans une newsletter, auprès de votre réseau, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, en multipliant les formats de promotion. Pas juste un carrousel comme ça qui raconte j'ai fait ce projet de collaboration avec telle marque. Non, il faut en parler dans des vidéos, sur les autres canaux, plusieurs fois, avec plusieurs angles. Démarcher ensuite les homologues. Si vous avez fait un beau projet avec une marque ou avec un acteur ou avec une agence, ça veut dire que vous pouvez revendre certainement un projet pas similaire, mais pas identique, mais similaire à d'autres marques, à d'autres professionnels qui font le même métier ailleurs, à un autre endroit. Donc, quand vous avez des belles choses qui vous arrivent, il faut absolument aussi travailler fort à les mettre en avant et à les faire rayonner, d'accord ? N'hésitez pas aussi à relancer les personnes. Quand vous avez des clients, ils peuvent devenir encore vos clients. Ça s'appelle de l'upsale. On en parle beaucoup dans la formation vente, dans le module vente de la formation. Et enfin, et c'est souvent la clé, travaillez aussi sur vous. Parce que très souvent, sur ce sujet, il y a beaucoup de blocages et beaucoup de croyances de « oui, mais si je monte, ça va faire frimeur ». Oui, mais si je montre, ça va faire égocentrique. Si je dis ça comme ça, si je valorise, si j'en parle plusieurs fois, ça va gonfler les gens. Tout ça, c'est dans votre tête, c'est dans votre esprit et c'est de l'auto-sabotage. Je vous assure qu'il y a des personnes qui sont moins talentueuses que vous, qui ont fait des choses moins waouh que vous, mais qui, parce qu'elles le répètent, parce qu'elles le valorisent, accèdent à d'autres opportunités. Donc, vraiment, il y a un gros travail à faire aussi presque en dev perso, vous voyez, pour passer à l'action aussi sur ces sujets.
En clair, vous devez développer des opportunités qui sont à votre échelle. Arrêtez de rêver à un monde qui est trop éloigné, qui est trop tendu, qui est trop saturé, et créez vous-même votre propre marché. La dernière clé, c'est d'organiser et de gérer votre temps. Jongler entre les différentes tâches sans se noyer dans une to-do, c'est un vrai défi, d'accord? Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre des temps d'arrêt, des temps de repos, et ça sans culpabiliser. Se reposer, s'arrêter, c'est faire marcher son cerveau dans le mode slow, d'accord? Et ça vous permettra d'accélérer après. Planifiez vos mois, vos semaines ou vos jours en fonction de si vous êtes un taré de l'organisation comme moi ou non. Moi, je fais les trois. Mais voilà, selon votre vibe, prenez des outils, choisissez des outils en ligne, des outils sur des applis, des cahiers, des carnets. Mais intéressez-vous à votre productivité. Intéressez-vous à comment vous organisez votre temps. D'accord? C'est très important aussi cette forme de discipline. Mettez en place des catégories de tâches en fonction de votre énergie. Si le matin, vous avez une énergie énorme, comme moi par exemple, mettez les tâches qui vous demandent beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie le matin. Et au contraire, en fonction de comment vous allez vous sentir l'après-midi, mettez une autre catégorie de tâches. Voilà, vous voyez, il faut faire ça avec intelligence. Sinon, vous avez une to-do, vous allez vous noyer, vous allez dire « mais je suis fatigué, je peux rien faire » et rien va fonctionner comme il faut. Donc, écoutez aussi votre corps, qui est une machine qui fonctionne avec ses propres codes, on n'a pas tous les mêmes, et organisez-vous en fonction de ça. Et enfin, identifiez ce que vous aimez le moins faire, et c'est toujours par ça que vous devez commencer, parce qu'une fois que c'est fait, vous êtes libéré et vous pouvez vous régaler sur toutes les autres tâches, et au moins vous n'avez pas à procrastiner. Ok ? C'était ma dernière clé. Ne passez pas du temps sur des actions qui sont chronophages, non alignées avec vos ambitions et objectifs. Ça, vraiment, je le répète. Ne passez pas 1000 ans sur Instagram si votre objectif, c'est la vente. Réfléchissez à votre stratégie de vente, votre stratégie commerciale. Instagram, c'est de la communication. Ça peut être aussi un outil de vente, mais pas juste en publiant des carousels. D'accord ? Donc, alignez vraiment vos tâches avec vos objectifs. Alignez vos actions, ce que vous faites concrètement, avec ce dont vous avez besoin. Je vous mets un petit tableau en cadeau, là. Si vous voulez faire un screenshot, vous pouvez le faire. On utilise souvent ça dans Maslow. Ça peut vraiment vous mettre le pied à l'étrier, ok, sur les questions qu'on a abordées dans cette masterclass. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma communication? Est-ce que c'est le positionnement? Est-ce que c'est les publics cibles? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon écosystème? Qui je n'ai pas encore contacté? Qui j'ai pas osé approcher? Qui je mets sous le tapis? Des personnes ou même juste des secteurs, vous voyez, des partenaires potentiels. Vous pouvez là travailler sur les recherches que vous devez déployer, la fameuse veille. Je dois regarder toutes les agences de production artistique qui pourraient être des clients pour moi. Je dois regarder dans mon territoire tous les lieux d'art qui pourraient peut-être être intéressés par ce que je fais. Enfin, vous voyez, notez ce que vous devez chercher. Notez ici les partenaires potentiels, après du coup cette veille. Ici, le calendrier au niveau réseau, event, là où vous devez aller, les vernissages où vous devez aller, les inaugurations, les conférences, j'en sais rien. Tous les rendez-vous, en fait, à ne pas manquer prochainement. Ça aussi, ça découlera de votre veille. Et enfin, une to-do de ce que vous devez mettre en place pour trouver votre propre marché. Ça aussi, ça va vous aider, cet outil. Est-ce que concrètement, il faut que je démarche certains architectes de mon secteur et certains décorateurs? Est-ce que je peux démarcher aussi tel et tel partenaire pour organiser une exposition et faire venir le public de ce partenariat, par exemple les hôtels très haut de gamme? Bon, j'en sais rien, ce sont des idées. Mais après cette masterclass, normalement, votre cerveau va bouillir. L'été est là, ça y est, on le sent, moi je le sens, je sais pas vous. Avec son lot de ralentissement et de détente. Donc, c'est une période qui est géniale pour ça et qui est propice justement aux réflexions, au recul. Donc, vous devez vraiment utiliser cet été pour réfléchir à votre vision. Vous devez être les metteurs en scène de votre carrière, en fait. Si je devais vous donner une dernière métaphore, avoir une vision et articuler les acteurs de votre écosystème autour de cette vision pour arriver à un résultat final. Voilà. Si vous avez besoin d'être guidé
vous n'hésitez pas. Vous savez que moi, en février 2024, j'ai lancé le programme Maslow. Donc, c'est un programme d'accompagnement et de formation et de coaching qui est dédié aux artistes. Depuis, cette aventure est formidable. C'est une tribu d'artistes bienveillante et solidaire où il y a des rassemblements, où il y a des projets et des opportunités. Je vous en ai parlé des expositions. Là, on va commencer à préparer l'exposition aussi dans la galerie Porte B, qui est partenaire Maslow en 2026. Ce sont des artistes qui viennent de partout en France et même à l'étranger. Et voilà, on se côtoie aussi. J'irai en off dans les cafés Maslow. J'en ai fait à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Toulouse. L'année prochaine, j'espère enfin dans les autres zones comme en Bretagne ou dans le sud-ouest ou même dans l'est. Enfin bon, voilà, je suis nomade, donc je peux me balader. Il y a des artistes aussi qui ont accès à des opportunités de mon agence, puisque maintenant je mets les briefs de mon agence au service des artistes que j'accompagne. Donc voilà, il y a une artiste par exemple qui vient de signer un projet avec Chanel Beauté Parfum, une autre artiste Maslow qui a eu un projet avec Mage l'année dernière. Donc c'est vraiment un peu comme un incubateur d'artistes aussi maintenant ce projet Maslow. Depuis janvier 2025, c'est certifié Calliope. On est organisme de formation nous-mêmes. Donc la partie formation du programme, elle est finançable par l'AFDAS avec tous les contenus pédagogiques complets, le workbook qui vous permet d'avancer et de cheminer de leçon en leçon, un live mensuel pour échanger avec moi et faire du suivi de formation si vous avez des questions à poser. Voilà, vraiment, c'est une formation extrêmement complète où j'ai mis beaucoup de cœur. Cette masterclass, c'est un échantillon de la formation, évidemment. Cette formation, elle coûte 1 200 € et elle est donc finançable par l'AFDAS ou payable en plusieurs fois si vous n'êtes pas éligible. Les critères d'éligibilité, c'est très simple. Il faut être déclaré en tant qu'artiste-auteur et répondre à l'un ou deux des critères, à l'un des deux critères d'éligibilité suivants. Donc, c'est des critères voilà, liés aux recettes artistiques déclarées. Et en complément de la partie formation, il y a la partie coaching qui est, elle, non finançable, puisqu'on ne finance pas du coaching avec de l'argent public. Donc là, en plus du socle de formation que je viens de vous présenter, en 7 modules et 72 leçons, la partie coaching inclut des lives hebdomadaires. Donc là, vous me voyez toutes les semaines, où il y a des live coaching, des ateliers, des interventions d'experts, un accès privilégié à des opportunités, donc comme je viens de vous expliquer, et aussi une messagerie privée pour me solliciter au quotidien, une véritable hotline pour avancer efficacement avec mes conseils. Et ça, c'est 70 € par mois pour un engagement de 12 mois. Et si vous vous engagez 12 mois, j'offre 2 séances de coaching individuelles d'1 heure avec moi. Et sinon, c'est 90 € par mois pour un engagement de 3 mois. Voilà. Et ça, en plus des 1 200 € de formation indiqués précédemment. Le programme et la formation Maslow, c'est vraiment pensé pour les artistes ambitieux qui sont prêts et prêtes à s'investir pleinement dans leur trajectoire artistique. Vous commencez à comprendre comment je travaille après cette masterclass et à se remettre en question, à travailler autrement. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir, là, dans le cadre de cette masterclass, en offrir une formation et aussi offrir une séance de coaching déclic d'1 heure avec moi. Les séances déclic, c'est vraiment une offre que je présente sur l'été seulement. Il y a 10 places, 10 créneaux où vous passez 1 heure avec moi et où on travaille en déclic en séance coaching flash d'1 heure. Voilà. Donc, pour recevoir toutes les informations en vue de rejoindre la formation Maslow ou pour réserver l'une des séances déclic, Samuel a préparé un QR code. Là, c'est hyper bien fait. Vous pouvez scanner le QR code et du coup, vous avez 2 liens. Un lien avec un formulaire pour recevoir toutes les informations et rejoindre la formation Maslow ou alors un créneau directement pour réserver le coaching avec moi. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai été évidemment, encore une fois, très longue, puisqu'il est bientôt 15 heures. Mais je vous écoute et je vais évidemment répondre à vos questions. On n'a pas fait le tirage au sort. On va le faire, non? Ah, on le fait maintenant? Oui, allez, on le fait maintenant. Ok. Direct. Ok. En attendant, je vais me... Ah non, je peux pas, parce que si je me remets sur le live, je cache l'écran. Non, mais tu peux quitter. Alors, je vais du coup partager mon écran. On va utiliser un petit outil. Donc, j'ai récupéré toutes les, vous tous qui êtes participants en direct au live. Donc, vous aurez été 175 sur les 430. Donc, beaucoup le verront en replay. Et donc, sur 175, on va donc faire le tirage au sort. Je vais partager mon écran avec un petit outil qui s'appelle Plouf Plouf,
que vous Ok. voyez peut-être désormais. Ok. Vous le voyez? Attends, je regarde 2 secondes. Peut-être que j'arrête mon partage. Ouais. Attends. Oui, on le voit normalement là. Viens sur Webinar Jam. Moi, je le vois le mien. Céline dit oui, Virginie aussi dit oui. Moi chez moi, c'est pas encore arrivé et chez William non plus. C'est bizarre. Donc ça dépend. On voit des petits points. On voit des petits points. Ouais, c'est vrai, on voit comme si ça chargeait en fait. Ok. Alors attendez, je vais le refaire. Étonnant. Et là? Non, ça charge encore. Je sais pas comment désactiver mon partage à moi. Peut-être que. Tu recliques sur le bouton. Ah oui, attends. Voilà. J'ai désactivé, je crois, mon truc à moi, donc peut-être que ça va marcher. Après, Samuel, c'est pas grave si ça s'affiche pas. Si toi, tu l'as de ton côté, c'est l'essentiel, hein, qu'on fasse le tirage au sort. Ok, bon, bah, du coup, je vais quand même Parce partager. qu'effectivement, ça charge. Il y a des petits points comme si ça téléchargeait. Bon, bah, du coup, tu feras une capture d'écran. Oui, bah oui, je vais une honnête. Donc, du coup, je tire au sort. Donc, le premier lot, Pour la formation, ouais. Pour la formation en premier. Ok. Ouais. Donc, je tire au sort. Hop, c'est en train de charger. Tac, tac, tac. Et donc, c'est Scarlett, dont l'email commence par scarlett.segal. Ok. Trop bien. Félicitations, Scarlett. Est-ce qu'elle est encore avec nous? J'espère, ça serait quand même super. Là, mais en tout cas, on te garde bien de côté. On prendra contact avec toi pour te donner accès. Et du coup, je vais relancer. Bravo. Hop. Et là, du coup, pour le coaching Déclic, tirer au sort. Et c'est tombé sur Laetitia Julie Guyon. Ok, super. Bah, bravo Laetitia aussi. Tu passeras 1 heure avec moi de coaching Déclic. Trop bien. Très bien. Je ne sais pas si elles sont encore là dans le chat. En tout cas, personne s'est manifesté. Mais en tout cas, bravo à toutes les deux. On prend en contact. Donc, du coup, effectivement, il y a peut-être des questions. Moi, j'ai mis le lien en haut du chat vers le Linktree, puisqu'il ne s'affiche plus. Et tu retrouves dans le chat sur la droite toutes les questions que j'ai enregistrées. Ok. Alors, dans le chat... attends, Samuel, dis-moi où sur la droite, parce que comme j'utilise l'outil depuis aujourd'hui seulement, je ne sais pas trop... Ah oui, Q&A only, c'est ça? Exactement. Ok, super. Je vais remonter tout un tas de questions. La partie appartenance de la pyramide n'est pas très claire pour moi. La partie appartenance de la pyramide de Maslow, c'est se sentir intégré à un groupe. Donc, c'est l'inverse de se sentir seul, en fait. Voilà. Question pour tout à l'heure. Faut-il, selon vous, éviter l'excès de transparence et ne partager que ce qui est en corrélation avec notre pratique? Alors, je pense que c'est une histoire d'équilibre. On n'est pas obligé de dévoiler toute notre vie, hein, heureusement. Sinon, on n'aurait plus qu'à faire de la télé-réalité. Par contre, je crois que c'est intéressant, toujours dans ce souci d'incarner l'artiste qu'on est, de dire des choses sur soi, d'oser révéler voilà, ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui fait qu'on est nous, tout simplement. Donc, pour moi, on peut aller un peu plus loin que juste montrer la pratique artistique. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire la différence, parce que vous pouvez croiser des confrères, des consoeurs qui ont un style similaire à vous, une technique similaire à vous, mais parce que personne ne sera jamais vraiment vous. Personne n'aura jamais le pourquoi vous faites les choses, comment vous le faites. Donc, c'est en valorisant ça que votre communication et votre image de marque sera tellement singulière, vous voyez. C'est difficile de mettre des mots sur ses convictions quand l'art est venu à nous naturellement et qu'on ne peut pas s'en passer. Peut-être, Rachel, que ce qui pourrait être éclairant pour toi, c'est de réfléchir aux événements de ta vie qui t'ont amené à l'art. Comment, à partir de quand l'art est venu? Peut-être que ça peut te donner des clés. Comment fait-on sans réseau personnel pour faire d'un événement une réussite? Eh bien, j'ai donné quelques clés quand même dans la suite. Peut-être que ça aura répondu à ta question. Mais un réseau, ça se construit. Donc, quand on n'en a pas, on peut se le façonner et se le bâtir, en fait. D'accord? Donc, utiliser
la veille, les recherches, les réseaux sociaux, la prise de contact, aller vers l'extérieur, inviter, convier, fédérer, créer les opportunités et les événements soi-même, petit à petit, vous permettra en fait de construire ce fameux réseau. Comment fait-on pour exposer dans les hôtels, les cafés quand on habite en province? Exactement de la même façon qu'à Paris. on va à la rencontre. On se présente, on présente son travail, on présente son intention. On travaille un peu pour faire quelque chose de structuré et de professionnel, mais on démarche. Question d'Aurore. Comment trouver ses clients cités? Je ne suis pas sûre de comprendre le terme client cité. Peut-être que c'est ciblé que tu voulais dire. Un peu de la même façon qu'avec ce que je présente sur le réseau. Pour trouver tes clients cibles, il faut créer des rencontres. Et ensuite, il faut aussi une forme de projection. Comme je l'expliquais, ton univers, il est caractérisé aussi par des valeurs. Tu vois, ton identité, elle est caractérisée par plein de valeurs, de caractéristiques. Donc, tu peux aussi réfléchir qui partage tout ça comme toi. Et ça te donnera des indications sur où tu peux trouver tes clients, du coup. Quelle approche du réseau proposes-tu aux introvertis que l'idée même de réseauter fatigue? Ah, je vous comprends. J'en connais beaucoup des artistes comme vous. Eh bien, je conseille une approche extrêmement qualitative, c'est-à-dire pas faire beaucoup, faire peu, mais extrêmement précis. Voilà. Donc, si t'es pas quelqu'un de mondain, ou si t'as pas le temps même, parce que vie familiale, vie professionnelle aussi à côté, en side job ou quoi, vraiment aller droit au but et cibler un seul événement par mois où tu vas aller et où tu vas déployer un effort pour échanger, donner tes cartes de visite, peut-être en prendre. Viens aussi avec un allié, une amie à toi, quelqu'un qui est un peu plus extraverti, qui osera aussi créer le lien, qui t'aidera. Et tu fais ça une seule fois par mois, mais par contre, le lendemain, tu réécris aux personnes que tu as rencontrées ou tu regardes vraiment dans l'événement sur les réseaux sociaux qui étaient présents, tu les ajoutes, tu crées du lien en likant, commentant ce qu'ils font, et puis plus tard, tu oseras les contacter. Tu vois, ça peut se faire de cette façon. Pareil, Gaëlle, et je dirais même pour les personnes neurodivergentes, du coup, mon conseil serait un peu le même. Voilà, faire beaucoup moins que les autres, mais très efficacement et de façon très précise en se préparant avant. Et puis, si vraiment c'est très difficile dans le présentiel, utilisez le digital. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil magnifique pour créer du lien sans devoir adresser la parole si vous êtes un peu timide. Mais moi, je crois que c'est important aussi de travailler sur ça. Je parlais du savoir-être. Si vous devez être votre propre ambassadeur, c'est important de travailler quand même là-dessus. Voilà. Et dans le programme, dans la partie formation, il y a notamment une partie développement personnel qui peut aider aussi sur ces sujets. Voilà. Et dans le coaching aussi, moi, j'accompagne là-dessus. Y a-t-il des codes spécifiques au milieu de l'art à avoir pour communiquer? Je viens du milieu de l'artisanat. Et je sens que le milieu de l'art est assez différent dans les rapports humains. Être artiste est un métier au-delà de sa propre pratique. Oui, absolument. Alors, cette question est très vaste. C'est difficile pour moi d'y répondre rapidement, mais je pense que tu peux réussir à jouer de ton héritage lié à l'artisanat pour flirter avec le monde de l'art contemporain. Et je pense qu'il y a plein d'ouvertures. Voilà, j'aurais pu citer l'artisanat aussi quand j'ai cité la décoration, quand j'ai cité d'autres points qui, vous savez, se frottent au monde de l'art. L'artisanat se frotte au monde de l'art. Quand on va au Salon Révélation, on voit bien qu'il y a une notion d'art contemporain, mais il y a aussi une notion d'artisanat d'art d'aujourd'hui. Donc, je pense que tu peux utiliser tes codes de l'artisanat pour aller vers le monde de l'art. Et oui, il y a d'autres codes dans le monde de l'art contemporain. Tu peux les explorer en suivant beaucoup d'artistes d'art contemporain et tu vas déjà un peu comprendre. Tout ça est une histoire aussi d'intelligence émotionnelle, de situation, d'observation. Et ça, c'est vraiment à votre portée. Donc, je vous recommande aussi de lire, de vous documenter, de vous intéresser aussi à ce qui se passe dans les mondes qui vous font tant envie. La difficulté est parfois de pouvoir exploiter notre réseau, sans doute à cause des craintes de se griller. J'en parlais justement. Quand nous avons des périodes de rupture artistique, par exemple, est-ce que le réseau peut rester le même si on prend
ces évolutions comme positionnement ou cela doit impliquer aussi un nouveau départ dans les relations du public? Alors, non, je crois pas. Je crois que c'est complètement normal dans l'artistique, en fait, qu'il y ait des évolutions. Et que c'est parfaitement OK pour vos publics et votre réseau d'observer ces évolutions. C'est justement ça qui fait la beauté des artistes. Ça peut être lassant de suivre des artistes pendant des années et de voir toujours la même chose. Donc, magnifique s'il y a des évolutions ou des ruptures et des nouvelles trajectoires. Les anciens réseaux, entre guillemets, continueront certainement de vous suivre. Peut-être que certains partiront, mais c'est pas grave. Ça veut dire que votre audience évoluera. Et puis surtout, d'autres arriveront. Donc, voilà, pour moi, c'est ça l'idée. Comment prendre contact lorsqu'on visite une galerie en personne directement? Est-ce conseillé ou vaut mieux faire un premier contact par email et prendre rendez-vous? Non, moi je conseille plutôt aux artistes avec qui je travaille d'aller sur place d'abord, qu'il y ait une rencontre humaine et dans un second temps peut-être après une prise de contact. Tout simplement parce que si vous allez à la galerie, vous allez vous imprégner, vous allez découvrir l'exposition en cours, vous allez peut-être échanger aussi avec le galeriste et du coup ça vous donnera de la force, je dirais, pour la première prise de contact après. En moyenne, combien de temps ça prend pour se faire un bon réseau? Alors ça, il n'y a pas de règle, parce que ça dépend de chacun et de son tempérament, du rythme où vous allez. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez construire un très bon réseau en 1-2 ans, ou en 5 ans, ou en 10 ans, selon comment vous faites les choses. Et puis après, il y a bon et bon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon réseau sur 1 an ou 2 déjà. Et après, il va s'accroître encore plus d'année en année. Comme le bon vin. Y a-t-il justement un aspect négatif si l'on essaie de valoriser ce que l'on a fait, mais après un long temps? Non, moi je crois pas. Moi je crois qu'il n'y a pas de time out, quoi. Non, c'est jamais trop tard. C'est justement ça l'art de la communication. Retour sur, flashback, souvenir, il y a déjà 9 ans. Voilà, plein de moyens de le faire. Que pensez-vous de l'Europe Art Fair de Maastricht? Est-ce que l'investissement en vaut le coup? Alors, la seule foire d'art que je connais à Maastricht, c'est la TEFAF. Je ne connais pas du tout l'Europe Art Fair, mais Laetitia Guillon, qui je crois a gagné du coup mon coaching déclic, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour m'envoyer le lien. Je regarderai et je te partagerai mon avis avec plaisir. Caroline, après combien de fois par an peut-on relancer et comment et quoi écrire quand ça n'a rien donné la première fois? Alors, moi, je pense qu'il faut revenir sur la première proposition en disant quelque chose du genre voilà, j'imagine que votre agenda est chargé, mais je souhaitais vous réitérer ma demande ou ma proposition à propos de blablabla. Et moi, c'est pas combien de fois par an on peut relancer, c'est combien de fois par mois on peut relancer la question. Si on attend des mois entre un email et un deuxième, c'est pas possible. Il faut attendre 3 semaines max et après on relance. Je suis aux prémices d'une reconversion, j'ai plein d'idées mais pas encore de pratique artistique réelle. C'est le point de départ. Bien que je vienne de l'illustration, à partir de quand est-il judicieux de commencer ton accompagnement? Je pense que mon accompagnement, il est judicieux à partir du moment où on veut se professionnaliser et accélérer les choses. Voilà. Mais c'est quand même important d'avoir une base artistique. Et ça peut être intéressant aussi de toute façon parce qu'il y a tellement d'émulation artistique dans le groupe que vous allez être aussi beaucoup inspiré. Question de Aurore. Ça fait 2 fois qu'Adeline dit que si l'objectif est la vente, il ne faut pas passer trop de temps à communiquer sur Insta, alors que je pensais que c'était une voie pour la vente. Que faut-il prioriser dans ce cas? Démarcher un hôtel ou resto ou faire une journée porte ouverte à l'atelier, par exemple? Voilà, Aurore, la réponse est dans ta question. Tu n'es pas obligé d'arrêter totalement ce que tu fais sur Instagram, mais par contre, il faut absolument que tu donnes du temps à autre chose. Parce que communiquer sur Instagram ne suffira pas. Donc voilà, tu as compris. Créer l'événement, rencontrer le public, ouvrir des partenariats, faire des rencontres pour avoir des opportunités. Et tout ça, on guide dans la formation Maslow et dans le coaching encore plus. Bonjour, petite question. Quand on est à un stade encore un peu amateur de notre pratique, mais qu'on aimerait franchir un cap, mais qu'on veut commencer à partager ce qu'on fait, peut-on se contenter d'avoir un compte Insta ou bien faut-il envisager de se créer un site web? Moi, je pense que quand on veut franchir un cap et quand on veut accélérer, c'est toujours pro d'avoir un site web en plus d'un Instagram. C'est pas prioritaire. Un Instagram est déjà une très bonne première vitrine, mais moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir un site web quand on est un artiste pro.
Quand on a été pro, exposé en galerie, mais qu'on a passé trop de temps à être prof de peinture, comment faire pour se remettre sur le marché? J'ai l'impression qu'on ne mise plus que sur de jeunes débutants. Alors là, Joël, ça serait refaire ma masterclass que de répondre à cette question. Donc j'espère que d'avoir assisté à l'intégralité t'aura amené à avoir les réponses, puisque c'est exactement le fil rouge de tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Adeline a-t-elle prévu prochainement de faire la même chose pour les artistes du spectacle vivant? Je suis chorégraphe. Désolée, je suis un peu hors sujet, mais il s'avère que les conseils d'Adeline m'ont servi dans mon domaine, donc ça me donne envie d'approfondir. Écoute, ça me met les poils en l'air là, de lire ta question, parce que en fait, oui. Oui, je vais travailler semestre 2 à la création du contenu de la formation Maslow Art Vivant. Donc, ça sortira certainement dans de nombreux mois, mais c'est un projet pour moi en cours, parmi d'autres nombreux projets. Mais oui, j'ai à cœur Lily énormément, tout simplement parce que je suis danseuse moi aussi et que je côtoie énormément de comédiens et d'intermittents et que je sens aussi qu'ils ont besoin de développer leur facette entrepreneuriale. Voilà. Je vais peut-être pas avoir le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il y en a vraiment des tonnes et qu'on a déjà un peu dépassé, mais je vais essayer d'aller vite. Dans son activité, peut-on lier des travaux de commande plus commerciaux à une pratique plus engagée? Oui, bien sûr. Tout est une histoire après de stratégie commerciale, mais oui, bien sûr que c'est possible. Au sujet de notre marque, soit nom d'artiste ou vraie identité, il n'y a pas de règle. Tant que le nom incarne vraiment ce que vous êtes. Par exemple, je donne un exemple, Orlan. Orlan, c'est un nom de scène incroyable pour cet artiste. Donc, ça fonctionne. Tout est autour. Par contre, si vous prenez un nom qui est abstrait et où vous cachez derrière, ça, je le recommande moins. Je préférerais que vous mettiez votre vraie identité. Donc, ça dépend. À discuter ensemble. Connais-tu le marché de la performance? Est-ce un secteur que tu accompagnes? Si oui, quelle est ta vision de ce marché aujourd'hui? Ses opportunités, ses limites, ses canaux de diffusion et de financement? Alors, je vais pas te mentir, c'est pas le médium que je connais le plus pour sa commercialisation. Mais moi, je vois plutôt la performance aussi comme un art qui peut être une vraie offre. Et donc, les opportunités, je crois qu'il y en a parce que c'est un art qui est vivant et du coup, ça vient s'ajouter un peu comme une programmation à des événements qui sont déjà existants. Ses limites, c'est qu'on peut difficilement le vendre comme on le vend des objets palpables, mais ça, tu le sais déjà. Et ces canaux de diffusion, je pense qu'ils peuvent être institutionnels et privés. Et les financements, du coup, pareil. Donc, oui, moi, je serais capable d'accompagner un artiste aussi ou une artiste sur ça dans sa stratégie, absolument. Que penser des arts 3F? Alors, ça dépend les villes. Pour être hyper honnête, je suis pas hyper fan, je trouve pas ça ultra quali. J'ai déjà entendu des artistes qui avaient un peu vendu, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué cette dernière année. Donc, très mitigé sur les arts 3F. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions qui ont été sélectionnées. J'espère que oh là là, Orlan, c'était ma prof aux Beaux-Arts, mais quel bonheur. Moi, j'ai eu la joie de l'interviewer. C'est une femme extraordinaire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été sélectionnées. Je pense qu'elles ont fait le tour. Signature, les initiales, oui ou non. Tout ça, c'est vraiment quelque chose à faire avec votre positionnement à vous, avec votre propre style. Il n'y a pas de règles sur ça. En fait, il y a très peu de règles au final. Si vous décidez des vôtres et que vous les affirmez, ça va marcher, en fait. Et puis après, tout se travaille beaucoup au cas par cas aussi. C'est pour ça que j'ai créé ces programmes. Moi, je crois pas à une méthode qui marche pour tout le monde. Ça serait un mensonge. Donc voilà, merci beaucoup pour vos écoutes. Je suis désolée, on a débordé. Mais bon, on a débordé que de presque 15 minutes. C'est quand même pas mal. Donc, merci infiniment à toutes et tous d'être venus m'écouter. J'espère que vous ressortez de cette masterclass avec beaucoup de richesse. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous délivrer aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez d'autres questions. Je serai évidemment disponible pour vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Vous avez le QR code ici si vous voulez réserver aussi des déclics avec moi. Si vous voulez vous lancer dans la formation aussi, vous avez qu'à remplir le formulaire. Et puis, si vous avez envie de prolonger en regardant certains de mes contenus aussi, que ce soit le podcast ou d'autres contenus, n'hésitez pas. Vous avez tous mes liens là pour
voir tout mon travail et arriver jusqu'à moi. Voilà. Donc, bonne fin de journée à vous aussi et très bon week-end et mille merci d'avoir été là. Voilà. Très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de force pour votre déploiement. Voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin. Merci pour les compliments sur le podcast. Ça me fait plaisir de vous lire. C'est super. Très bonne fin de journée à vous et à bientôt, j'espère.